Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur le Goûter panafricain, la chaîne du panafricanisme, de la communauté noire, communauté africaine avec sa diaspora. Et aujourd'hui, j'ai les invités de marque aujourd'hui, les panafricanistes. Pardon. On a Hachensout, la voix mystère. Comment tu vas, Hachensout? Bonjour, bonjour Aton, bonjour Thomas. Je vois marqué en gros donc goûter panafricain. Donc c'est vraiment une mise en bouche auquel on va vous convier là dans quelques minutes. Nous allons à trois débattre sur les sujets donc qui nous tiennent à cœur. Merci de m'avoir invité. Merci Aton d'être présent. Merci beaucoup. Et le Haton du jour qui est maintenant moins mystère, ça y est, on le voit. Comment tu vas, Haton? T'as pas tous, moi c'est toujours un plaisir de venir vous voir. J'espère que le sujet du jour va être aussi passionnant et va attirer nos téléspectateurs avec des commentaires aussi chauds. Tout d'abord, pas notre voix mystère à Chepsout, et puis Thomas que je solide bien bas encore une fois et toujours avec plein d'énergie. Merci beaucoup. Là, il commence à faire froid, donc j'ai gardé l'écharpe. Il est temps un peu de voyager un peu au soleil. C'est ce qu'on va chercher à faire ce soir. Parler d'un sujet important qu'on a soulevé. C'est même plutôt, plus particulièrement, c'est Haton qui a soulevé ça. On se posait la question déjà sur le panafricanisme. Qu'est-ce que vous en pensez pour les années à venir? Est-ce que c'est un courant qui est encore d'actualité ou maintenant plutôt utopique? Il faut rappeler ce qu'était le panafricanisme. C'était un courant qui est venu principalement des États-Unis, où c'était les Noirs qui retrouvaient une fierté dans la communauté et qui cherchaient à s'en sortir. Et ensuite, c'est parti ça a évolué. Ça a été aussi un mouvement qui a été contre la colonisation en Afrique, qui a pris plusieurs tournures. Et aujourd'hui, est-ce qu'on se retrouve encore dans le panafricanisme? C'était déjà la première question. Déjà, je vais déjà commencer par ça comme introduction. Et ensuite, on va parler un peu plus de la communauté noire. Est-ce qu'elle est réellement... est-ce qu'elle se soutient, cette fameuse communauté? Est-ce qu'il y a réellement une communauté? Déjà, votre vision sur le panafricanisme, on arrive à la fin de l'année, cette année civile, 2023. Qu'est-ce que vous en pensez du panafricanisme? La personne qui veut commencer, Haton ou Hachensout? Ouais, moi, je suis bien, il n'y a pas de souci. Moi, le panafricanisme, on va d'abord définir un petit peu ce que c'est. C'est un mouvement idéologique, d'abord. C'est politique qui promeut l'indépendance totale du continent africain, on va dire de Kama, et qui encourage la pratique solidaire entre les Africains et les personnes ascendantes africaines, d'où qu'ils soient dans le monde. D'ailleurs, les Chinois ont créé la route de la soie, nous aussi, il faut qu'on crée nos routes économiques et indépendamment des origines ethniques, leur appartenance religieuse et leur apparence physique. C'est vrai que c'est important de le dire, mais moi je dirais que le panafricanisme c'est aussi un vieux mouvement qui date du début. On a la fin du 19e siècle, qui est apparu avec la conférence panafricaine en 1900, et c'est pas un mouvement aujourd'hui. Donc on va se rappeler des grandes figures du panafricanisme dans lesquelles on a déjà abordé certaines personnes, dont Edward Blyden, Anténor Firmin, voire même Benito Sylvain ou même Webb Dubois. Et donc ces grandes personnes vont créer ce panafricanisme, et qui va être vraiment conscient et physique, qu'on va le voir en Afrique, par exemple par rapport à Kwame Nkrumah et d'autres personnes très importantes du panafricanisme. Le panafricanisme a encore sa place aujourd'hui. D'ailleurs, il a aussi son drapeau, qu'on aura le temps de discuter tout à l'heure. Mais c'est aussi un mouvement qui nous montre que aujourd'hui, le noir n'est à sa place nulle part dans le monde. Et donc, c'est avec force et véhémence qu'on doit pousser cette action pour qu'elle soit vraiment concrète aujourd'hui dans le monde. Est-ce que toi, Hachensout, tu es d'accord avec ce que vient de dire Haton sur est-ce que les Noirs n'ont pas leur place dans le monde? Est-ce que c'est un peu... voilà, quel est ton avis sur ce que vient de soulever Haton, et notamment ensuite sur le panafricanisme? Alors, savoir si on a une place ou si on n'a pas de place. La question de la place signifie qu'effectivement, il y a un combat sous-jacent, donc pour obtenir un avantage. Moi, je suis pas tellement donc dans l'idée que l'on perd ou l'on gagne une place. Je dis tout simplement que l'on est là
où effectivement on a construit une déclassification effectivement des populations mélanodermes dans des situations de travail au profit d'autres groupes sociaux. Donc c'est plutôt cette question-là. Donc la question de la lutte, elle est dès l'origine. Hein. C'est pas une question de conquête de place, puisque je vous le rappelle, l'Afrique c'est pas un pays, c'est un continent, et on est ceux qui sont venus le déstructurer, donc les sociétés qui prospéraient sur ce continent-là, n'étaient pas dans des situations de domination telles que ils vont le connaître par la suite. Donc la question de la place, il faut se la poser par rapport aux sociétés qui ont bénéficié du travail donc des mélanodermes, par la destruction même de leur société antique sur un continent aussi vaste et aussi qui regorge de ressources dans son sous-sol. Donc c'est ça qu'il faut poser donc d'emblée, c'est comment aujourd'hui la question de la lutte pour revenir sur des fondamentaux qui étaient institués dès le départ peut être mise en place. Alors ça suppose d'une manière ou d'une autre que face à la menace, on définisse que veut dire l'ennemi. C'est-à-dire, est-ce que l'on est le continent et les pays qui la composent sont, au regard donc des autres pays, considérés comme des ennemis, et donc les populations mélanodermes, pour les autres populations, en l'occurrence les locodermes ou autres, sont considérés comme des ennemis à abattre. La question est réellement à se poser, puisque comme je vous le rappelle, il y a un concept qui est assez fort que l'on appelle la Maat. Au départ, sur le continent, alors il y avait effectivement des rivalités, mais la base de l'ancestralité africaine, c'est que l'ennemi, par définition, on ne la construit pas sur une idéologie. Donc, là, en partant de ça, c'est plutôt à se poser pourquoi et comment aujourd'hui on est devenu l'ennemi par définition, sans avoir une seule arme, hein, pour pouvoir déconstruire justement les soldats que l'on veut absolument que nous soyons sur l'ensemble de la planète. C'est plutôt comme ça que je veux essayer de le comprendre et non pas une question de place, puisque la place, de facto, on l'avait dès le départ. Ouais. Est-ce que doit-on réellement à chaque fois faire la guerre, et pourquoi ne pas tout simplement avancer, repenser nos plaies et se défendre, pourquoi pas s'il y a une attaque, mais au bout d'un moment ne pas penser à chaque fois à cet esprit revanchard, mais plutôt à avoir un esprit, je vais pas dire de paix, pas d'oubli forcément, parce que ça va être dur pour certains de pardonner ce qui a été fait, mais peut-être je vais pas dire d'oublier, mais d'avancer malgré tout. Est-ce que vous pensez pas que c'est peut-être une solution qu'à chaque fois chercher à se dire qu'on est en guerre et qu'on est dans la confrontation? Qu'est-ce que vous en pensez? On aurait bien voulu que ça se passe comme ça dans un monde des bisounours. On aurait bien voulu que ça se passe dans un monde dans lequel chacun respecte tout le monde, s'il n'y avait pas le conflit d'intérêts tel que l'argent et les conquêtes monétaires qui ont créé l'esclavage et qui est en cours encore aujourd'hui, puisque aujourd'hui c'est les multinationales qui sont encore en Afrique. On aurait bien voulu que ça se passe gentiment et qu'il y ait un partage généreux de toutes ces richesses. Malheureusement, tous ces problématiques sont agressantes pour un peuple qui, lui, est quasiment sans défense. Donc, pour moi, la priorité, ce serait la défense d'abord, pour éventuellement après se protéger de nos plaies. Mais actuellement, on voit bien que nos peuples sont vraiment divisés depuis 1884. Je rappelle que c'est la conférence de Berlin qui partage automatiquement le continent Kama, donc d'une manière assez triste, parce qu'il n'y a aucun Africain qui assiste à cette conférence de Berlin, tout simplement parce que c'est ces conflits européens qui vont engendrer ça, et les Européens vont pour avoir plus de d'argent et leur économie faisant, vont se ruer sur l'Afrique
et en faisant toutes les caractéristiques particulières. Le problématique, c'est que l'Afrique, malheureusement, c'est une population négroïde, et donc de ce fait, la couleur et la race va être mise en évidence. Ça va être les résolutions des conférences que j'ai citées précédemment, et d'autre part, la couleur va être mise en exergue par rapport à l'Europe pour tirer toutes ces ressources, les libertés des indigènes en Afrique, soi-disant, où ils vont essayer de venir avec des missionnaires chrétiens, je le dis bien, les musulmans étant bien là, bien avant, et ont ouvert la route depuis 1400 ans, et tout simplement en prenant le noir comme marchandise ouvrière, donc et servile au passage, voire même les torturer. Donc les musulmans feront un dégât immense, mais les Européens vont faire un dégât 100 fois pire. Et en partageant l'Afrique, et donc de ce fait, nous peuples, sur le panafricanisme, c'est simplement une action de défense et d'unité pour éventuellement souder des peuples pour se défendre contre les agressions. Je le rappelle que le mot esclave, c'est un mot qui vient du mot slave, qui a été à l'origine fait en Europe, dans les pays de l'Est de l'Europe, et donc qui s'est ensuite digressé sur l'Afrique. Et donc, cette problématique-là, c'est que l'Afrique a été saignée depuis un certain nombre de millénaires, et ça l'est encore aujourd'hui. On le voit bien que l'esclavage n'est pas encore vraiment terminé, puisqu'on l'a en Mauritanie, qui est faite par les pays arabiques, on l'a au Soudan, qui est faite aussi par les pays arabiques, et on l'a encore aussi avec les différences religieuses chrétiennes et musulmanes qui ne sont pas du tout africaines. J'insiste, qu'ils ne sont pas africaines. Donc, et ces problématiques-là sont encore chez nous, et sont encore des problématiques futures. Donc, le panafricanisme, c'est une unité, mais c'est une unité déjà sur la couleur de peau, mais ensuite, elle devrait, pour moi, être plus que ça. Mais pour ça, on a créé des congrès, le congrès panafricain entre les deux guerres, et des hommes se sont battus pour ça, notamment Anténor Firmin, comme je l'ai cité précédemment, ou des personnes comme Ménélique II, mais aussi des personnes plus dans l'adéquation économique, telles que Marcus Garvey, qui a essayé de mettre par l'UNIA des unités africaines aux États-Unis et aux Antilles. Mais on voit bien que la problématique, c'est l'agression perpétuelle sur nos peuples, et pour ce fait, on doit simplement se défendre. Mais à t'écouter, j'ai l'impression que le fait que les Noirs aient plusieurs religions, mais il n'y a pas que les Noirs, il y a aussi les autres peuples, hein, les Blancs aussi ont diverses religions, les Asiatiques. J'ai l'impression que parce que les Noirs ont différentes religions, tu penses que c'est un frein pour l'unité, alors que des fois on peut passer outre. Tout à fait, on ne peut pas passer outre parce que c'est la racine de l'arbre. C'est la racine de l'arbre, la religion. En fin de compte, le mot religion, ça vient des monothéistes qui sont en dehors de l'Afrique. Encore une fois, je le rappelle, il n'y a aucun Africain qui est religieux. On est la base de l'humanité, et on ne s'est jamais conclu comme religion. Il n'y a pas de religion africaine. Le christianisme n'est pas africain. Les confessions musulmanes ne sont pas africaines. Ce sont des religions qui sont imposées par la force et par le massacre, mais encore une fois, pour l'argent en Afrique. Et le panafricanisme, c'est qu'une réponse à ces agressions. Et pour ça, on doit, pour moi, comme je le disais tout à l'heure, se défendre contre ces agressions. Donc la religion, c'est pas du tout africain. Nous, ce qu'on a, c'est des spiritualités chez nous. Et pour moi, on devrait retourner à ces spiritualités le plus vite possible pour avoir des racines fondées. Achensoud ? Oui, oui. Alors, ce qui est dit est très important puisque Aton vient de poser donc le mot agression. L'agression, lorsque l'on dit agression, c'est attaque. Hein, une attaque, c'est une forme que prend effectivement une idéologie qui a vocation à dominer un groupe humain. Et cette idéologie, elle va utiliser tous les moyens dont elle dispose, donc au niveau des armes, au niveau de la tactique, au niveau des hommes,
au niveau donc des infrastructures. Hein, ils vont construire des routes, des chemins pour atteindre le but et obtenir donc des avantages donc à leur bénéfice. Ce qui veut dire que une des choses dans ce que lorsque l'on parle donc de l'Afrique, c'est de poser la question depuis combien de temps ça dure. C'est-à-dire que on assiste depuis très très longtemps, hein, on va dire depuis la chute donc des grands empires, notamment si on remonte sous l'Antiquité égyptienne, il y avait déjà des attaques et des coalitions des peuples du désert pour pouvoir entrer donc sur ce territoire-là qui était un territoire constitué avec une histoire très riche. Donc si l'Afrique et on n'arrête pas de le dire puisque les panafricanistes connaissent leur histoire ancestrale, leur histoire antique, ils sont bien conscients et bien au fait que ce qu'on leur sert à la petite cuillère en leur disant que vos ancêtres ce sont des Gaulois, que vous n'êtes pas nés de hier mais d'aujourd'hui, avec justement l'arrivée des Occidentaux qui ont posé le genou à terre, c'est à partir de là que vous naissez. Non, les panafricanistes et tous les personnes qui ont une certaine conscience historique, j'appelle ça donc les mélanodermes aujourd'hui, savent très bien que nous ne sommes pas nés d'aujourd'hui. Donc par définition, on connaît qu'est-ce qui a été, ce que l'on a perdu. Et que cette perte-là, il a fallu énormément d'agression, comme le vient de le dire Aton, qui prend de multifacteurs, multifactoriels, de multiples formes, pour pouvoir effectivement asservir cette population, prendre possession de sa richesse, ce qui fait qu'aujourd'hui, comme on l'a dit tout à l'heure, on est érigés comme des ennemis. C'est-à-dire que les populations entrent en guerre, ils n'ont pas un moment de répit, ils sont dans la guerre perpétuelle, continuelle, parce que ceux de l'extérieur les définissent comme des ennemis, et donc ils sont continuellement agressés. Et la question que tu viens de poser, donc Thomas, c'est comment est-ce que face à ça, il y a des moments interstices, des petits moments comme ça, où il y a des possibilités de se reconstruire. Alors, on parle du panafricanisme. C'est un outil parmi d'autres. Qu'est-ce que le panafricanisme? Alors, j'assiste depuis quelque temps à ce qu'on pourrait appeler deux types de panafricanisme. Je vais dire entre guillemets, si on doit prendre des notions qui ne nous appartiennent pas, c'est-à-dire le panafricanisme de gauche et le panafricanisme de droite. Vous avez par exemple le président du Togo qui s'affirme panafricaniste. Est-ce que vous croyez sérieusement qu'il a à voir avec les Nkrumah, ceux qui ont été assassinés justement par des gens qui avaient tout intérêt à installer le chaos perpétuel? Lorsque l'on voit la situation du Togo, aujourd'hui, dans un chaos pas possible, est-ce que vous pensez réellement qu'il y a un panafricanisme aujourd'hui au Togo? J'en suis pas sûr. Donc, on ne peut pas prendre le terme panafricanisme, prendre les idées du panafricanisme, prendre la doxa panafricanisme à son profit pour n'importe quoi, pour n'importe quel combat. Parce que la lutte, elle mérite effectivement que l'on puisse savoir quel outil on a à sa disposition. Parce que comme on dit, la guerre, elle est perpétuelle et on nous désigne comme ennemis. Alors, il y a deux choses. On ne veut pas être ennemi. On voudrait bien tendre la joue et dire qu'il y a la Mahat, avoir ce répit pour pouvoir se reconstruire. Mais il ne vous laisse même pas le temps de évoquer et d'invoquer la Mahat. C'est ça qui est pire. C'est-à-dire, on doit se soumettre et on doit se resoumettre. Ce qui n'est pas vrai puisque c'est un construit. En clair, nous sommes et nous avons été et nous serons, puisqu'ils sont continuellement à nous mener la guerre. Donc, ils savent que nous sommes et qu'ils ne veulent pas que nous devenons. Alors, c'est tous ceux qui nous déclarent la guerre. Qui? Alors, qui? Effectivement, tu as raison de poser la question du qui. Oui. Alors, je vais reprendre Hamza Boukari, un empire qui ne veut pas mourir. La France-Afrique, par exemple. C'est clair. Il y a aujourd'hui des partenariats différents. Il y a, par exemple, la Chine. La Chine
excusez-moi, j'ai un petit chat dans la gorge, la Chine a vécu de nombreuses guerres. Elle a vécu des invasions. Elle a vécu des invasions japonaises. Elle a même vécu les invasions russes, à l'époque où c'était le tsar qui était tout puissant. Donc, d'une certaine façon, et même les communistes, donc d'une certaine façon, la Chine a su comprendre qu'il était nécessaire non pas de construire des armes pour rentrer en guerre, mais de créer des concepts, des manières aujourd'hui de penser l'avenir, de penser en tant que guerrier pour aller de l'avant. Ça veut dire tout simplement que la maths est un outil parmi les autres, mais qu'il n'est pas suffisant. Il faut penser avec la souffrance qui est la nôtre, avec ce que l'on a hérité, mais penser que l'autre est continuellement à l'affût. Et il y a une voie que l'on appelle le consensualisme, c'est-à-dire on est l'ennemi de personne, même si on définit que l'on est ennemi, mais l'Afrique doit penser le panafricanisme ni en tant que de gauche, ni en tant que de droite, parce que c'est un concept particulier à l'Occident, mais de reprendre ses fondamentaux, un petit peu de s'organiser avec tous les pays et de se penser en tant que construction réelle avec une philosophie du consensualisme, c'est-à-dire de la voie où l'on ne va pas définir clairement l'ennemi de front, mais de le prendre de biais. Ok, merci à vous. Peut-être, Aton, tu voulais dire quelque chose, ouais. Ouais, tout à fait. Oui, si on parle de maths, c'est une divinité. Déjà, faut éclaircir un petit peu ce que c'est pour nos jeunes téléspectateurs qui ne savent pas. C'est une divinité du panthéon égyptien qui symbolise la vérité et la justice. Alors dans notre conception africaine, faut savoir que c'est la femme qui est l'essence. Et donc la maths, elle est représentée comme une femme portant une tête et des plumes d'autruche, la plume étant une justice et notre vérité se situant dans le cœur. Mais c'est vrai que on peut pour en revenir au panafricanisme, c'est donc la justice à la base, c'est la maths. Donc on est clair. Par contre, les gens nous agressent sans justice, c'est-à-dire qu'on a agressé perpétuellement. On l'a vu à travers l'histoire. Pour ceux qui veulent se lancer dans l'histoire africaine, c'est une perpétuelle agression, notamment ethnique et, comme je l'ai dit tout à l'heure, et économique et des ressources principales. On a tout le monde qui rentre en Afrique, tout le monde qui peut se servir tranquillement, et l'ennemi sait très bien nous manipuler et connaître vraiment nos points faibles, à savoir aujourd'hui c'est le divertissement. On voit bien que nos jeunes sont aliénés par tout ce qui est divertissement et autres et ne sont plus vraiment dans le combat. Donc j'insiste encore que le combat, il est vraiment essentiel et que si on ne sait pas, on va se renseigner et que nos organismes, il y a des organismes qui existent pour se renseigner ici, même en diaspora, qu'on soit dans la diaspora sur les Antilles, sur les différentes îles de l'Est de l'Afrique, mais sur le continent, c'est des agressions perpétuelle. On n'a jamais, pour être précis, depuis 1400 ans, arrêté d'agresser le peuple noir. Donc, au bout d'un moment, on voudrait bien se reposer. On voudrait bien arrêter ces agressions, mais pour l'instant, tant qu'on ne sera pas en sécurité, comme le disait Webb Dubois, ou Webb Dubois ou Nkrumah, il faut nous protéger et le panafricanisme est une arme. La seule arme qu'on ait, c'est l'unité pour se protéger parmi les agresseurs étrangers. Déjà pour faire l'abolition des lois financières qui autorisent l'enlèvement des terres aux Africains. Je rappelle que le Maghreb était un problème, l'Afrique du Sud est un problème. Et aujourd'hui, le continent africain pour le peuple noir ne cesse de se résoudre. Le chlordécone est un problème pour les Antillais parce que le chlordécone, je rappelle que c'est un pesticide qui a empoisonné et qui empoisonne encore par cancer interposé
tous les peuples des Antilles, Guadeloupe, Martinique confondus. C'est aussi le droit des Africains à développer des ressources économiques dans leur pays. On aurait envie d'être plus économiquement fort aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne pèse rien au droit du monde, tout simplement parce que notre économie sont volées et que nos défenses sont à terre. Je rappelle que l'Afrique est le seul continent qui ne produit pas d'armes. Et il est temps qu'on en produise si on veut se protéger contre les agressions qui nous arrivent de l'extérieur. C'est l'abomination de toutes les lois et des discriminations raciales. Je rappelle que les Africains n'ont jamais mis une loi raciste envers aucun peuple du monde. Tous les peuples du monde ont créé des lois racistes sur les Africains. J'insiste beaucoup sur ce libellé-là. Et c'est aussi la liberté de parole, de presse et d'association dans l'Assemblée. Et surtout, et j'en reviens sur l'essentiel, l'éducation. Il faut pas oublier que en tant que peuple agressé, nous devons c'est un devoir de le transgresser à nos jeunes générations. C'est notre devoir parce que personne ne lâchera l'Afrique aujourd'hui, personne ne lâchera le monde noir et ça, faut en être conscient. Si on veut en être conscient, faut le savoir dès la naissance. Faut connaître des gens qui se sont battus, tels que des Marcus Garvey. Et ça, faut le savoir, des organismes sont en place dans tous les organismes. Cherchez, je vous invite à chercher sur Internet, de vous inscrire dans chaque organisme pour vous mettre au courant, parce que notre peuple est en danger, et si on ne se protège pas, c'est un peuple qui va disparaître. On risque un jour de voir l'Afrique sans les Africains. Et pour ce faire, seule la défense est nécessaire. Donc, et les Occidentaux qui sont aux manettes de toute cette propagande, qu'elle soit médiatique, culturelle, d'armes offensives, le savent. Et aujourd'hui, il faut être stratégique. Donc, jouer avec plus de stratégie qu'autre chose, tel que l'a fait l'AES. Je rappelle que c'est les pays tels que le Burkina Faso, pardon, le Burkina Faso, le Mali, qui sont protégés contre la France qui agressait toujours ces pays. Je rappelle que ça, c'est dans l'actualité d'aujourd'hui. On n'est pas dans le passé. Les gens qui se sont battus dans le passé, les gens qui, tels que j'ai cités tout à l'heure, les Léopold Sédar Senghor, les Houphouët-Boigny, les Cheikh Anta Diop, les Abdoulaye Wade, tous les Félix Eboué, les Aimé Césaire, c'est des gens qui ont eu leur période d'attaque, ils ont subi aussi pas mal d'agressions. Aujourd'hui, c'est à nous de prendre le relais et il faut réveiller nos jeunes parce que l'agression ne s'arrêtera pas. Qu'on soit conscient. Aujourd'hui, pour être clair, il n'y a aucune place aujourd'hui où un noir peut être tranquille dans le monde. Es-tu d'accord avec ça, Shensout? Alors, oui, bon, ça peut être ça, mais je voudrais revenir. On en a parlé un peu, au moins trop. Ouais, alors je voudrais juste dire qu'il y a un concept qu'il faut qu'on essaye de bien comprendre, c'est la pensée à somme nulle. C'est effectivement une interprétation qui est une interprétation d'un côté, sans réellement tenir compte effectivement des ressources que peuvent disposer les autres groupes pour pouvoir renverser la donne à leur avantage. C'est-à-dire que globalement, on n'a pas tous les éléments qui nous permettent effectivement d'évaluer à la juste mesure et avec une certaine distanciation les relations que l'on peut avoir avec d'autres. Alors cette pensée-là, ça peut conduire donc à quelque chose qui était abominable jusqu'à ce qu'on ait l'exemple de la prise de Kidal, la reprise de Kidal donc par l'armée malienne, les FAMA, qui fait que cette pensée-là posait que l'Afrique, plus elle est faible, et donc plus elle ne pouvait pas se défendre que si elle faisait appel à l'armée extérieure, donc plus dotée, donc de connaissances militaires, de matériel, de satellites, etc. pour pouvoir balayer tout un territoire en hauteur. Et on voit que c'est totalement le contraire. Donc ce biais-là, cette pensée à somme nulle, a fait que jusqu'à présent, on pensait que l'Afrique devait être encore plus faible. Et donc, plus elle était faible, plus effectivement elle allait demander aux autres la possibilité effectivement de venir à son secours. Eh ben non.
Assimi Goïta faisait effectivement partie, il y a quelques années, donc des militaires pour lesquels effectivement l'armée française avait dit à Kidal, vous n'entrez pas. Et donc ça pouvait être comme ça pendant des années et des années. Et pourtant, une armée qui peut-être effectivement a compris l'avantage qu'elle pouvait en tirer de cette possibilité de dire non et de faire appel à d'autres types de militaires, pas forcément français, pour pouvoir renverser la donne. Et jamais la France aurait pu penser ça. Jamais. Donc cette pensée biaisée, il faut s'en méfier. Il faut parce que plus on est sur la croyance, moins on arrive à globaliser les possibilités qui nous sont données pour pouvoir aller de l'avant. Et comme je l'ai dit, cette pensée que l'on est ennemi des autres leur permet effectivement de nous déclarer perpétuellement la guerre, alors que justement, il est temps de se défaire d'abord. Il y a des panafricanistes et des gens courageux, hein, que j'appelle effectivement des rebelles à la pensée dominante, hein, notamment, j'en ai quelques-uns donc en tête, hein, on va les inviter ici, qui sont sur le terrain. On l'a déjà invité, hein, Lolia, je pense en l'occurrence, hein, Franco Lolia, qui détruisent cette manière qu'on a figée de penser le combat. Voilà. Après, on peut citer encore les Kémy Séba qui sont encore sur le terrain, ou des gens qui se battent tels que Hamzat Boukari Yabara, qui est un historien. On peut lire encore certains ouvrages pour bien expliquer ce qu'on dit pour certains jeunes téléspectateurs et youtubeurs, tels que Cheikh Anta Diop, où j'oriente vraiment à lire ces ouvrages les plus forts possibles. Pour les grands mélomanes, d'autres personnes sont passées avant, tels que Bob Marley. Des gens se sont battus, tels que Malcolm X, pour montrer l'agression que font les peuples locodermes sur notre simple couleur de peau. Il est temps qu'il y a d'autres femmes qui se sont battues aussi au combat, telles qu'Amamazana. On va pas tous les citer, même Web Dubois, on a cité Marcus Garvey, Anténor Firmin, mais des gens se sont battus pour que le combat existe. Il existe encore des médias qui prêchent encore la bonne parole, tels que l'agence panafricaine de presse. Je vous invite vraiment vivement à aller vers ces agences-là, écouter, voire même des voix telles que Vox Africa ou Afrique Média, qui sont aussi soutenues et très viruleusement attaquées, voire même aller vers des allafrican.com, c'est des développements en anglais. Il est temps qu'on réveille notre unité et que la langue ne soit plus une barrière pour chaque Africain. Nos entreprises existent aussi. J'insiste aussi sur nous enregistrer vers ASCII ou EcoBank pour faire nos investissements. Et on voit bien que l'agression se poursuit, et même économiquement, avec le franc CFA chez nous en Afrique, pour ceux qui savent. Mais je veux dire que l'agression est permanente. Il est temps de s'éveiller et que notre jeune jeunesse puisse voir le monde d'un autre point de vue. C'est que Afrique first pour chacun, et que aujourd'hui notre agression elle est pas voulue, mais elle est nécessaire, parce que on est toujours communément avec des micro-agressions agressées, et qu'on le soit dans le reste du monde ou chez nous en Afrique. Il est temps que ça s'arrête par les jeunes qui arriveront demain. Ok. Nous, on est juste des lanceurs d'alerte. Ouais, alors attends, je vais rebondir sur ce que tu as dit et tu vas me répondre directement. On va passer sur la deuxième partie de l'émission, où c'est assez paradoxal, parce que toi, tu as fait un constat aujourd'hui. Tu as dit, faudrait que tu nous réexpliques l'histoire, mais tu parlais des sans-papiers, des personnes qui sont réfugiées en France, généralement. Là, tu parlais en l'occurrence, parce qu'il y a plein de types de réfugiés, mais là, tu parlais des Noirs en l'occurrence, et tu disais que les seuls qui les venaient en aide, c'était des Blancs. Et tu constatais ça. Est-ce que, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, toi qui parles beaucoup d'être agressé par l'extérieur, mais tu te rends compte que dans les faits réels, ceux qui viennent tendre la main aux plus démunis de notre communauté, ce n'est pas forcément notre communauté en elle-même, mais c'est plutôt les autres communautés que tu qualifierais comme ennemis. Qu'est-ce que tu en penses? C'est juste entre le rêve et la réalité un peu.
C'est juste particulier cette situation parce qu'on n'est pas au courant de ces faits-là. Et j'insiste encore que le droit à se déplacer dans le reste du monde est un droit humain. Nous, peuple noir, on a le droit de se déplacer dans tout pays à travers le globe. Une frontière n'est juste là que pour définir un pays. Mais justement, le panafricanisme, c'est d'abattre ces frontières déjà sur le continent. Et on voudrait les abattre à travers le monde. Malheureusement, d'autres pays qui ont d'autres velléités ne le voient pas du tout de la même oreille. On le voit bien avec les problèmes de régularisation qui ont été mis en place par les lois en France, ou la montée du fascisme dans le reste de l'Europe, qui est juste extraordinaire. Cette loi fasciste s'agresse les Noirs en priorité. Donc c'est vrai que pour revenir à ces régularisations, il nous faut connaître par différents moyens, par des avocats, des gens qui maîtrisent mieux les situations, d'être au courant des situations dans lesquelles il faut informer nos populations dès qu'elles arrivent sur le territoire et les accompagner comme le font toutes communautés. La base d'une diaspora, je le rappelle, c'est d'être à l'éveil et à l'écoute des prochains qui arrivent après. On ne joue pas notre rôle ici en diaspora, principalement en Europe. On pense à son soi et à son soi personnel, mais on n'est plus du tout en aide à nos populations qui arrivent derrière. Et on le voit bien aujourd'hui, c'est que aujourd'hui, malheureusement, la seule communauté qui ne possède rien dans toute l'Europe, c'est la communauté noire. Et tout simplement parce qu'on se divertit et on n'est pas du tout conscient des réalités. Il faut comprendre que toutes les communautés qui sont dans le monde ont leur relais, c'est-à-dire une personne qui arrive de Chine sera prise en charge par les communautés chinoises. Une personne qui arrive d'Inde sera prise en charge par les personnes indiennes. Seuls nous n'avons pas compris l'importance de notre rôle. Et si on veut un jour être pesé dans le monde et être en sécurité, je le dis bien en sécurité, il faut avant tout aller vers l'information, l'éducation et bien sûr la défense. Il nous faut nous protéger. Aujourd'hui, un noir mort, ce n'est plus acceptable dans le reste du monde. Pourquoi pour toi, pourquoi la communauté noire ne fait pas son travail alors d'accueillir les autres et d'être solidaire? Hachensout, est-ce que tu verrais une réponse? Alors, la question donc est intéressante hein, et la manière dont Aton a mis en évidence le manque de solidarité est assez intéressante parce que la solidarité, hein, je le dis, hein, c'est quand même un terme assez fort. Ça veut dire effectivement qu'on reconnaît l'autre comme soi-même. Donc ça sous-entend que il y a d'une manière ou d'une autre une certaine fraternité, une obligation d'assistance avec un côté compassionnel. Hein, c'est-à-dire que l'autre ne peut pas être moins que moi-même. Et cette notion-là a permis d'une façon ou d'une autre que la société française, et je l'avais dit donc dans un précédent enregistrement, puisse être édifiée sur la question des fragilités que peuvent auxquelles peuvent être confrontés, excusez-moi, les individus soumis au travail, c'est-à-dire la vieillesse, la maladie, le chômage, etc. Donc ils ont créé des caisses, les caisses de solidarité. Ils ont mutualisé les moyens financiers pour que chacun puisse en bénéficier. Donc la question que vient de poser Aton, c'est est-ce que l'on est uniquement compassionnel? Alors si on est compassionnel, c'est pas uniquement le fait des mélanodermes, puisque les personnes leucodermes ou même asiatiques ou de confession, hein, on va dire, puisque c'est quand même assez consubstantiel à la religion, sont par définition plus portés à la solidarité, à la compassion, etc. Ça veut dire que les mélanodermes gardent un petit peu le côté chrétien dans leur pratique culturelle d'aller vers l'autre, puisqu'ils ont bâti d'abord de manière laïque la solidarité. Ils l'ont expandi, on va dire, la compassion et la solidarité chrétienne est devenue laïque au fur et à mesure puisqu'elle s'est orientée autour du travail.
Alors aujourd'hui, comme tu as posé la question, donc a-t-on à savoir qu'il y a plus de locataires qui s'occupent donc des sans-papiers, qui sont en l'occurrence donc des personnes migrantes qui viennent en France par tous les moyens pour pouvoir s'insérer dans une société par le biais du travail. Est-ce qu'ils bénéficient effectivement de cette solidarité-là, qui n'est pas forcément mélanoderme, puisque elle est ancrée dans la société française et dans les mentalités donc de ce pays culturellement en France. Alors, les Français, il y a des Français mélanodermes. Il y a des Français qui ont les papiers français. Et la question qu'on est en droit de se poser, mais qu'est-ce qu'ils font? Où est-ce qu'ils sont aujourd'hui pour pouvoir effectivement répondre à l'appel de leurs frères de couleur en quelque sorte, qui se trouvent donc face à la précarité, face à la fragilité dans toute l'expansion du terme. Alors, la réponse que je voudrais apporter, donc si tu me permets, donc en me donnant 2 petites minutes, c'est que la solidarité suppose la contribution. On contribue d'une certaine façon à aider l'autre. C'est-à-dire, est-ce que ça vous est arrivé d'être interpellé dans le métro et qu'on vous demande, ou je sais pas quoi, 2 ou 3 euros? Est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de faire un chèque de 10 ou 20 euros pour envoyer donc dans une association ou une ONG, même celle de Kémy Séba, sur le continent? Est-ce que ça vous est arrivé? Alors, on pourrait faire une sorte de recensement des donateurs mélanodermes si on doit discriminer effectivement la compassion de manière corporelle. Est-ce que effectivement les mélanodermes sont plus solidaires et font des chèques en direction des leurs? Et est-ce qu'on doit aller vers ça? Parce que si on doit aller vers ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, heureusement, et ça je dis bien heureusement, que les locodermes, comme tu l'as dit tout à l'heure, sont là pour s'occuper de nos frères qui sont effectivement dans le besoin. Parce qu'ils ont eu une sorte de réflexe quelque part. Donc ça veut dire que la Mahat est un vain mot lorsqu'il s'agit de le traduire dans les faits. Comme l'a dit encore une fois Aton, et ça je suis désolé de le dire, ça fait mal d'entendre ça. Comme l'a dit Aton, il est temps de s'organiser, puisque Aton, au travers de son discours, n'a dit qu'une seule chose: organisons-nous. Donc ça veut dire qu'il y a un vide, il n'y a rien. Et si on appelle à l'organisation, c'est de savoir comment on fait. C'est pas compliqué de faire. Il y a énormément d'associations, et ça je peux vous le dire, en Île-de-France et en France, qui aident la société malienne, la société d'Intel, etc. Mais la question de la forme, est-ce qu'elle peut s'explanifier, c'est-à-dire est-ce qu'elle peut prendre d'autres exemples, d'autres communautés, pour pouvoir prendre toute la diversité auxquelles font face les mélanodermes? Parce que la diversité des difficultés que font face les mélanodermes est vraiment différente et même très, très compliquée. Parce que, comprenez-le bien, un Français de souche n'a pas de problème de papier. Par contre, un mélanoderme est venu par le biais de la migration et fait partie du sous-prolétariat. Parce que le patron a besoin de cette masse peu qualifiée, peu protégée, pour pouvoir subvenir au manque dans certains secteurs de professionnels qui n'est pas occupé par les Européens. Dans le bâtiment, lorsque vous regardez dans le BTP le matin si vous vous levez tôt, ceux qui sont à la manœuvre, est-ce qu'ils ont des papiers? Ils ont peut-être des titres de séjour provisoire. Est-ce qu'ils sont bien nourris? Et comment est-ce qu'ils sont arrivés là où ils sont? Donc, les associations des associations de mélanodermes, les associations maliennes de différents pays du continent existent. On ne peut pas dire qu'ils n'existent pas. Mais la question que tu poses, en vue, et ça tu l'as bien défini, pour les sans-papiers, il y a un manque, il y a un vide qui est occupé par un savoir-faire, par des gens qui savent faire. Alors, je dis pas ça, qui sont pas des courroies de transmission pour le patronat, mais qui sont là pour pouvoir s'occuper d'eux, pour pouvoir les mettre en selle. Et après, quand ils sont bien calfeutrés, bien en sécurité, même dans leur fragilité, il y a tout de même une possibilité de s'occuper d'eux pour le travail, pour le sous-prolétariat. Ok, alors,
Voilà. Euh, Faudrait ouais, juste attends, je ajouter. voulais que tu reprennes la parole pour conclure. Parce que Ouais, c'est toi qui avais lancé cette discussion sur ce sujet. Ce que tu vois qu'est-ce qu'on ouais, voit je pense que on a déjà vu déjà ça aussi, hein. oui, on l'a Des déjà noirs vu, sans mais papier, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. je pense que aucun sans-papier n'est venu ici de son plein gré et de venir quitter sa maison pour déménager dans un autre continent. C'est jamais de bon gré. Je veux vraiment que ça rentre vraiment chez chacun de nous. Euh, mais malheureusement, il y en a. Donc il y a des gens qui, par la volonté de l'ouverture, qui pensent encore que le monde est beau et que l'autre va l'accueillir parce qu'il a un beau sourire. Je dis à tout de suite, ce n'est pas le cas. Trop bon, on se fait avoir. Donc il est temps de se réveiller et de connaître vraiment son passé. Des gens sont venus déjà ici, ont déjà exploré l'endroit et ce n'est pas des endroits idylliques. Donc autant le dire à chacun. Je voulais simplement aussi dire que le trésor, c'est en faisant évoluer chez nous. Si tant qu'on ne fera pas évoluer nos territoires, qui sont des territoires de richesse, je rappelle que l'or, le pétrole, le gaz, l'uranium, le coltan, et on peut en citer des masses, telles que le cacao, se trouvent en Afrique et pas ailleurs. Les Blancs feront tout ce qu'ils font dans leur pouvoir pour piller nos pays. Et je le dis bien, quitte à éliminer l'Afrique sans les Africains, ils le feront. Donc, jeunes, il est temps de vous réveiller. Notre rôle en tant qu'aînés est de prévenir et de dire les vraies vérités. Nos gros problèmes sont avant tout religieux. Le deuxième problème est avant tout économique. Et le troisième problème est avant tout de se rassembler sur des idées communes. La moindre idée commune ensemble peut nous rassembler et peut nous aider. Prenons le minimum, faisons des petites choses au lieu de faire de grandes choses. Petit, petit. Mais ensemble, si chacun fait petit, en s'associant dans des associations qui connaissent déjà le problème, des organismes qui sont déjà fondateurs ici, même discrets underground, ou tous les organismes que vous pouvez connaître sur Internet, inscrivez-vous. C'est une notion de vie et de mort, déjà de la connaissance, parce que ces organismes connaissent les problèmes, et d'autre part, parce qu'on en a besoin de cette vivacité dont les jeunes font preuve. Et pour terminer, je dirais que le drapeau panafricain s'est construit sur 3 couleurs, le rouge, le vert, le noir. Et ces 3 couleurs-là, ça date depuis le début du siècle dernier par Marcus Garvey. Donc, le panafricanisme, c'est pas nouveau, mais c'est encore prégnant dans nos sociétés. Donc, il est temps de s'ouvrir et de regarder les réalités en face. Nous sommes le seul peuple qui ne regardons jamais les réalités en face, qui sont prêts à dépenser ailleurs que dans leur communauté. Il est temps que notre argent revienne chez nous, que nos idées reviennent pour nous. Donc, Afrique first. Attendons. On va laisser on va rester sur ces mots-là de Haton. Êtes-vous d'accord ou pas? Vous allez nous répondre en commentaire. Peut-être Hachensout, tu voulais dire un dernier mot et on va couper un dernier mot rapide. Oui, je voulais dire donc à toute cette belle jeunesse et à tous ceux qui nous écoutent, qui sont pas forcément jeunes, voilà, comme viennent de le dire Haton, on dresse l'autre comme ennemi, c'est-à-dire parce que vous êtes riche, parce que vous avez effectivement donc dans votre sous-sol énormément donc de ressources. La guerre pour pouvoir acquérir donc ces ressources-là est continuelle. Donc à un moment donné, l'intelligence est une arme et qu'il faut savoir vraiment. Le panafricanisme est une très belle idée, comme je l'ai dit. Est-ce qu'elle est de droite ou de gauche? Ça aussi, ça mérite donc d'être réfléchi. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut baisser les bras. Super. Pensez bien sûr à liker le podcast et pensez à vous abonner au podcast, à nous aider à grimper de plus en plus. Partagez le podcast aussi, si vous sentez que des personnes doivent l'écouter. En tout cas, ce fut un plaisir. Merci à vous d'avoir participé, les panélistes, et on se retrouve très bientôt pour un prochain podcast sur Goûter panafricain. Merci beaucoup. Merci et à passer une très très bonne soirée. N'oubliez pas les commentaires. On n'oublie pas.